J'appelle à présent pour cette quatrième séquence Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub. Stéphanie, vous allez nous parler de l'accompagnement que mène le Health Data Hub auprès de chaque lauréat et plus largement pour l'ensemble de la communauté des entrepôts de données de santé. Normalement, ça marche, Stéphanie. Ouais, il faudrait attendre 2 secondes. Voilà, 1, 2, 1, 2. Non. Poussez le bouton vers le haut. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Excusez-moi. Normalement, j'ai quelques slides pour accompagner mon propos. Donc, déjà, je m'associe à tous mes collègues des différentes institutions partenaires de l'appel à projet pour féliciter les lauréats, parce que c'était quand même hyper impressionnant déjà ce que vous nous avez montré en quelques minutes. Donc, quelque part, ça promet pour le déploiement de ces projets. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si le terme accompagnement sera toujours le bon, puisque certains des projets existent depuis plusieurs années. Donc, on a bien conscience que ce n'est pas du tout forcément les mêmes attentes en fonction des lauréats. Donc, ce sera aussi le travail à faire avec vous de bien comprendre ce qu'on peut vous apporter pour qu'on apporte de la valeur au projet et qu'on ne le ralentisse pas. Donc, on a commencé à réfléchir à la bonne manière d'animer finalement cet écosystème avec la DGOS et les autres partenaires institutionnels. Et je vais vous présenter un petit peu ça. Donc, premièrement, alors c'était sur la slide juste avant, il y aura tout un volet sur le partage des données, puisqu'évidemment, c'était un des critères de sélection. D'ailleurs, ça a été bien présenté par les lauréats, cette notion finalement d'échelle où on a des entrepôts au niveau local dans les établissements, parfois en interrégional, et puis le maillon national. Donc, pour travailler avec les lauréats, approfondir sur les périmètres de données qui présentent un intérêt à partager au niveau national, on aura évidemment un dialogue avec chacun des lauréats et puis évidemment la présentation de ce que ça veut dire de partager à l'échelle nationale et tous les enjeux autour des règles du partage dont certains ne sont pas encore tout à fait bouclés. Au hasard, les histoires de valorisation économique, comme vous savez, pour un certain nombre d'entre vous, on est en train à l'heure actuelle de travailler sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, les lauréats sont évidemment invités à participer aux groupes de travail qui se sont parfois lancés il y a un certain temps déjà. Ensuite, on a imaginé, juste avant encore, Oui. plus trop vite pour moi, on a imaginé 2 manières d'animer la communauté, des sessions collectives où l'idée ce serait de partager le retour d'expérience ou avoir une présentation d'un acteur institutionnel de référence, par exemple la CNIL sur son référentiel entrepôt de données de santé, ou bien les groupes de travail qui sont des travaux beaucoup plus approfondis. Donc à l'instant, je parlais de la valorisation économique. Bon, bah là, comme vous pouvez l'imaginer, on est plutôt sur un groupe de travail. En l'espèce, le groupe de travail il a démarré l'été de l'année dernière. Donc, c'est vraiment des travaux qui s'inscrivent dans le temps long, mais où on a absolument besoin de capitaliser sur l'expérience des établissements qui ont déjà un historique et de réfléchir ensemble pour aller vers des modèles opérationnels et le plus harmonisés possible. L'ambition étant d'établir une doctrine nationale des entrepôts de données de santé pour faire en sorte que les entrepôts se ressemblent quelque part le plus sur un certain nombre de principes et donc puissent travailler ensemble et à toutes les échelles, y compris nationales et européennes. Voici, c'est bon. Alors, comme je le disais, les projets là, que vous venez de pitcher, pour un certain nombre d'entre eux, sont déjà assez avancés. Néanmoins, souvent, vous êtes par regroupement d'établissements et parfois, dans ce regroupement, les établissements ne sont pas tous aussi avancés les uns que les autres. Donc, on a essayé de représenter symboliquement, finalement, les niveaux de maturité pour la mise en place d'un entrepôt de données de santé. Alors, c'est très schématisé et certainement pas très respectueux de la réalité pour ceux qui travaillent là-dessus depuis 10 ans. Mais en gros, on a mis 6 étapes avec le cadrage des finalités initiales, le cadrage réglementaire, puisque vous savez que pour mettre en place cet entrepôt, il faut soit une autorisation CNIL, soit une conformité à un référentiel simplifié, puisque maintenant, il existe un référentiel EDS. La mise en place technique et fonctionnelle. Donc, on est quand même sur des projets très ambitieux. Vous l'avez montré même dans les présentations précédentes, avec à la fois les enjeux techniques de récupération de données, de préparation, mais aussi RH et organisationnel pour réaliser finalement tous les métiers
qui sont nécessaires pour la bonne mise en œuvre de l'EDS. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Le quatrième point, c'est la mise en place de l'offre de service. Donc là, c'est vraiment la mise à disposition des données aux utilisateurs de l'entrepôt. Donc, on est à la fois sur l'exposition des données, sur l'accompagnement aussi. Il faut un certain nombre d'expertises pour pouvoir traiter les données correctement. Donc, ça peut passer par de la formation. Ça passe aussi par la vérification des liens avec les utilisateurs, contractualisation, CGU, sensibilisation. Et puis ensuite, vous avez aussi tout le volet transparence et exercice des droits. On ne peut pas se permettre de réunir toutes ces données sans apporter finalement la plus grande transparence sur les données qui sont réunies et comment elles sont utilisées. Donc là aussi, on pense pouvoir capitaliser sur les travaux des uns et des autres et aussi sur l'expérience au niveau du Health Data Hub, puisqu'on a une mission légale à la fois de transparence et d'accompagnement des personnes dans l'exercice des droits. Et enfin, le dernier point, la mise au catalogue, donc avec toute une procédure qui est légale, qui est inscrite dans la loi avec le rôle du comité stratégique des données de santé pour l'inscription des bases au catalogue du Health Data Hub. Donc, pour chacune de ces étapes, on a imaginé soit ces sessions collectives que j'évoquais pour partager l'expérience ou la doctrine, soit les groupes de travail. Donc, sur le volet finalité de l'EDS, le groupe de travail qui a été imaginé, en fait, a déjà démarré. C'est le groupe de travail sur le socle minimal de données qui a déjà été évoqué par Claude et puis qui sera de nouveau évoqué tout à l'heure en table ronde. Donc, j'y passe pas plus de temps. Pour le volet conformité réglementaire, donc là, on a imaginé de travailler avec la CNIL sur la mise en valeur de son référentiel entrepôt de données de santé. Donc, en plus, elle est attachée à pouvoir expliquer ce référentiel pour qu'il soit correctement interprété et utilisé. Sur la partie mise en œuvre technique et fonctionnelle, alors on pense qu'il y a deux gros axes de travail ou de partage d'expérience, à la fois le volet purement technique, donc comment vous avez mis en place, pour ceux qui en ont déjà, les entrepôts, quelles sont les fonctions de ces entrepôts, comment vous avez géré la question de l'hébergement. Il y a aussi toute la doctrine cloud de l'État qui se rajoute dans les enjeux techniques, comment vous avez mis en place l'architecture, le choix des solutions, l'opération de tout ça. Donc, on a commencé à discuter notamment avec la DINUM, parce qu'à chaque fois, sur les différentes sessions collectives, on va s'attacher à être accompagné par les acteurs légitimes institutionnels. Tout n'est pas encore calé, mais c'est vraiment notre idée. Et on a séparé la session collective autour de la standardisation, où là, on est plutôt sur comment on met en forme ces données pour favoriser leur réutilisation. Et là, certains standards ont été évoqués dans les présentations. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des expériences très intéressantes à partager pour éviter que chacun réinvente la roue et bénéficier des expériences qui existent déjà. Un groupe de travail, donc plutôt en vert, tout en bas, parce qu'on pense que ça sera un travail un peu plus approfondi, celui de la standardisation, mais en termes de principe. C'est-à-dire que dans un monde idéal, et c'est d'ailleurs une question qui nous a souvent été posée à nous, Health Data Hub, est-ce que vous préconisez certains standards? Pour être en mesure de préconiser les standards, il faut quand même qu'on ait déjà fait le travail sur les données, parce que les standards, il y en a une infinité, si on prend toutes les données qui sont possibles à mutualiser dans un entrepôt. Donc, si déjà on priorise les données sur lesquelles on veut investir en priorité, ensuite, on peut se poser la question des standards liés à ces données-là. Donc, ça nous permettra quand même de serrer le travail, parce que sinon, on en a pour 10 ans avant de se mettre d'accord sur tous les standards. Donc, sur la deuxième partie de mon graphique, alors sur le volet offre de service, donc là aussi, on a imaginé 3 types de sessions collectives. Sur l'accompagnement des utilisateurs, il y a certainement beaucoup de partage d'expériences qui pourraient être faits sur la documentation que vous partagez déjà pour ceux qui ont des utilisateurs aujourd'hui, les formations aussi que vous pouvez mettre en place. Se pose aussi la question de l'open source. Donc, nous, au Health Data Hub, on est très attachés à tout ce qui est partage de données, open source, open science, bien évidemment. Ça nécessite quand même de bien comprendre les licences disponibles, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qui est possible, pas possible en fonction des choix qu'on peut faire en matière d'open source. Donc, là-dessus aussi, on se dit qu'on peut échanger tous ensemble. Et le volet exposition, donc là, on est vraiment sur exposer les métadonnées pour que soit disponible l'information relative
relatif au contenu de l'entrepôt, c'est-à-dire que votre partenaire, un chercheur interne ou externe à l'entrepôt, aura envie de savoir quelles données sont disponibles pour la recherche dans l'entrepôt, et donc se pose la question du catalogue de métadonnées. Et donc là aussi, si on avait tous les mêmes catalogues de métadonnées et les mêmes standards de métadonnées, on pourrait tout à fait imaginer que ces catalogues soient interopérés. Et c'est d'ailleurs un petit peu le fantasme d'ailleurs au niveau européen. En complément de ces sessions collectives, 2 groupes de travail sur lesquels je ne vais pas du tout m'appesantir parce que ça a été fait précédemment. Le groupe de travail financement, comme je le disais, le volet tarification de l'accès aux données de santé, c'est un des sujets clés des règles de partage. Donc, le groupe de travail existe déjà. Il doit normalement produire ses livrables d'ici cet été. Et puis, le groupe de travail gouvernance qui a aussi été évoqué précédemment. Donc, l'idée, c'est d'harmoniser les règles du jeu pour accéder aux données des entrepôts de données de santé. Donc, à chaque fois, comme le disait Claude, l'idée, ce n'est pas de repartir de zéro. Les groupes de travail fonctionnent par une prise d'information, audition et justement capitaliser sur les expériences de ceux qui ont déjà mis des choses en place et ensuite se voir dans quelle mesure on peut réappliquer, diffuser ces bonnes pratiques aux autres. Mais il ne s'agit pas de tout révolutionner, surtout quand ça marche bien. Voilà. Et en transverse à ces différentes sessions collectives et ces groupes de travail, mais Caroline l'a déjà évoqué, des sujets transverses sur lesquels on travaille au niveau institutionnel. Évidemment, la question du financement de toute cette opération. La question aussi des ressources humaines, parce que ce n'est pas tant que d'avoir les financements, il faut aussi pouvoir recruter les bonnes compétences, pouvoir les fidéliser, avoir des salaires attractifs. Et puis mutualiser, c'est un des principes cœur de toute cette opération. Si des choses ont été développées par les uns ou les autres, si on peut les remettre dans le pot commun et faire en sorte que chacun puisse les réutiliser pour qu'on aille beaucoup plus vite collectivement, on s'y attachera en tout cas. Et enfin, voilà, la création d'une communauté. Donc, comme tu le disais, le but du jeu, ce n'est pas de réserver ces sessions collectives ou ces groupes de travail aux seuls lauréats, mais bien à l'écosystème dans son ensemble pour que ça puisse bénéficier, y compris à ceux qui n'auraient pas été lauréats de la première vague ou même de la deuxième vague. Évidemment, tout ça, peut-être juste pour conclure, ce sont des propositions qu'on a imaginées et qu'on va essayer de mettre en œuvre au plus vite. Le kick-off avec les lauréats a eu lieu, je crois, ce matin, donc nous n'avons pas pris de retard par rapport à l'annonce. Maintenant, si vous voyez d'autres points manquants, ou d'autres sujets sur lesquels il serait pertinent d'échanger, on va construire cette offre de service au fur et à mesure en bénéficiant évidemment de vos retours. Merci Stéphanie. Ça tombe bien, on a 10 minutes de questions-réponses, donc on va pouvoir commencer à éclaircir certains points. Je vais me permettre de commencer, Stéphanie. Est-ce qu'avec le premier appel à projet, il y a des enseignements qui ont été tirés sur la méthode et qui ont permis peut-être d'apporter des correctifs, des ajustements sur la seconde tranche? D'accord, donc là, on n'est pas dans le… Je ne sais pas, Caroline, si je peux répondre à cette question. On n'est pas vraiment sur l'offre de service, on est plutôt sur la sélection. Il y a eu un retour d'expérience qui a été partagé entre les organisateurs, mais je ne sais pas si, Caroline, tu veux compléter. En fait, le retour d'expérience, c'est vraiment pour sensibiliser un maximum les experts qui vont auditer et expertiser les dossiers, qui prennent bien en compte tous nos critères. Bien sûr. Puis d'avoir nous aussi, on a une séance de kick-off lancement pour bien préparer les experts pour la seconde fenêtre. Donc ça, c'est bien prévu. On a bien calé les choses en interne, on en a discuté, mais c'est vraiment pour bien expliquer nos critères, qu'est-ce qu'on veut comme projet pour que ils puissent vraiment avoir tout le contexte et les objectifs d'un point de vue institutionnel. Et surtout qu'on ait en fait une expertise équilibrée sur des projets qui sont en renforcement et des projets qui sont en création. D'accord. Caroline, restez là si vous voulez. J'ai une question sur le chat qui je pense, vous concerne aussi, mais Stéphanie, bien entendu, vous pouvez faire une réponse collective. L'AAP visait à accompagner et soutenir la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Or, les 6 projets lauréats sont tous des projets déjà extrêmement matures, reposant sur des acteurs de grande taille. Pourquoi ce choix? Y a-t-il une place pour des EDS de moindre envergure ou moins avancés, notamment dans la deuxième vague? On l'a évoqué, mais je pense que comme la question est reposée, je pense que ça mérite peut-être de le redire et d'insister sur ce point.
Oui, oui. En fait, comme je l'ai aussi présenté au tout début, en fait, on cherche aussi une taille critique. Donc, on a aussi un niveau minimum d'activité pour pouvoir en fait être éligible à l'appel à projet. C'est un choix parce qu'on ne veut pas avoir une dispersion, parce qu'on voit, voilà, c'est des projets d'ampleur et il faut avoir être en bonne capacité, une taille critique, voilà, pour les mener à bien. Et aussi dans la pérennité. Et comme là, ça peut être présenté à travers les projets, il y a aussi un peu cette théorie du ruissellement et qu'on voit en fait, qui est vraiment réelle. C'est pas seulement en théorie, c'est vraiment on s'appuie en fait sur des grosses structures, mais qui après elles peuvent s'appuyer aussi sur des plus petits et vraiment mailler le territoire. Et c'est ce qu'on recherche. Par contre, un petit établissement tout seul qui se lance dans ce type de projet, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on va porter. Voilà, nous, on recherche une taille critique, la mutualisation aussi, un maximum de choses. Et donc, voilà, donc, il y a aussi ce besoin de, voilà, les plus petits se mettent avec ceux voilà, qui peuvent voilà, porter et qui rentrent dans les critères d'éligibilité de l'appel à projet. Mais après, comme le disait Stéphanie, voilà, l'objectif, c'est là, on lance une dynamique. Il faut bien prioriser les moyens. On lance. L'accompagnement va permettre aussi voilà, de répondre à des besoins des lauréats, avoir une doctrine nationale et pouvoir aussi intégrer d'autres porteurs de projets qui veulent se lancer avec ou sans argent public et voilà, qui ont besoin aussi d'un accompagnement peut-être plus méthodologique, d'avoir aussi des bonnes pratiques ou les bonnes aussi en termes réglementaires ou d'interop. On voit un interop, voilà, c'est fort, donc voilà, qu'on puisse avoir. Est-ce qu'il y a déjà d'autres vagues de prévues après cette deuxième? Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous n'avez pas la réponse ou c'est peut-être… En l'état, non. En l'état, non. On espère vraiment couvrir, on en parlait, de voilà, couverture quand même territoriale, on espère un maximum via la seconde fenêtre. Les projets ont été vraiment de bonne qualité, l'ensemble des projets. Là, il y a 6 lauréats que je félicite encore. Mais voilà, on va dire la dynamique se lance. Il y a 2 fenêtres là, donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ce qu'on retient aussi, c'est l'enthousiasme des porteurs de projets qui montrent que c'est quelque chose qu'ils devaient attendre quelque part et qu'ils ont plein de réponses à apporter en termes de priorité de santé publique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas, profitez-en. Voilà, ici. Micro, Mathilde, monsieur. Ça arrive. Bonjour. Bonjour. J'étais surpris de ne pas avoir de grands groupes privés comme Ramsay ou Elsan. Qui peut, oui. Alors, c'est ouvert au privé, mais on n'a pas eu voilà, de gros projets là pour cette première fenêtre, donc sûrement pour la seconde fenêtre. Voilà. Autre question? Non, pas de questions. Non, pas de questions sur le chat. J'aurais peut-être une question. Alors, Stéphanie, c'est pas tout à fait sur l'offre de service, mais on l'a bien vu. Ces projets lauréats s'appuient quand même sur des expériences qui existent, sur des volumes et des sets de données assez considérables, récoltés souvent depuis 5, 10, peut-être plus. Toutes ces données antérieures à cette démarche des EDS, est-ce qu'elle est suffisamment cohérente, structurée, ordonnée pour parler, pour nous apporter des enseignements, ou alors est-ce qu'il faut la retravailler dans le cadre justement du socle commun de données? Comment faire avec l'existant? Justement, ce qui est intéressant pour nous dans le cadre du groupe de travail socle commun de données, c'est déjà de voir quelles ont été les stratégies de ceux qui ont mis en place des entrepôts depuis longtemps et qui n'ont pas forcément priorisé finalement la population de l'entrepôt de la même manière. Donc, certains auront souhaité démarrer par des comptes rendus médico-textuels et d'autres se seront dit on va démarrer par des données, j'en sais rien, très structurées, pharmacie, biologie. Donc déjà, pour nous, c'est intéressant de comprendre ces stratégies, ce qui les a motivés. Des fois, ça peut être des choses aussi simples qu'on n'a pas mis d'image parce qu'on ne sait pas gérer le stockage d'images. Donc, ce n'est pas forcément une stratégie scientifique. Donc, déjà, comprendre ces choix-là et pouvoir se dire, dans un monde merveilleux, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir trouver à minima dans chaque entrepôt de données de santé. Donc, ensuite, on se dit que dans certains cas, ça le sera déjà, notamment pour ceux qui ont suffisamment d'antériorité pour avoir réussi à atteindre ce niveau-là. Dans d'autres cas, on se dit, puisque les entrepôts sont en train de se constituer, on pourrait s'assurer que ce socle minimal qui est jugé du coup cohérent, pas par un groupe de travail tout seul dans son coin, mais avec la communauté, soit bien construit
le plus tôt possible pour pouvoir permettre ensuite le dialogue entre les entrepôts ou la réutilisation le plus possible à des fins de recherche. Donc, ce ne sera pas, je suppose, toujours possible, c'est-à-dire que certains auront fait des choix très différents ou qu'on se rendra compte que quand même le socle minimal, de toute manière, on ne le construit pas en 2 minutes pour les entrepôts récents. Mais on voudrait au moins avoir une vision cible, entre guillemets, un petit peu idéale et ensuite voir comment on converge vers cette vision de manière très opérationnelle. Donc, on en est encore au début des travaux. Donc, tout ce que je dis là est encore un peu théorique, mais c'est en tout cas un petit peu ça l'idée. J'ai noté dans les projets, certains des projets, c'est peut-être un détail, mais moi, ça me parle en tous les cas, c'est qu'il y a beaucoup de solutions de traitement automatisé du langage qui sont envisagées et qui vont peut-être aller permettre d'aller chercher, je ne sais pas, demain, des ordonnances ou des comptes rendus médicaux écrits à la main par des médecins. Est-ce que c'est ça l'objectif, par exemple? Ça peut être un des objectifs. Alors, je pense que ce n'est pas le plus simple, même si en ce moment, le traitement du langage naturel a le vent en poupe pour ceux qui suivent les avancées en intelligence artificielle. Mais ce sera très utile puisqu'il y a un certain nombre d'informations, y compris contextuelles, sur l'environnement du patient dans des comptes rendus qui seraient utiles de savoir extraire. Donc, avec, à mon sens, au moins 2 enjeux, mais certainement beaucoup plus, c'est-à-dire quelle information on veut trouver dans ces comptes rendus, être capable de l'extraire et puis être capable de l'exploiter. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la consommation, par exemple, de cigarettes, d'alcool, si ce n'est pas du tout restitué de la même manière dans chaque compte rendu, il faudra aussi des outils qui sont capables de l'extraire et de la mettre dans un format équivalent. Donc, ça peut être une des pistes. C'est certainement, il me semble, mais ce sera au groupe de travail d'en juger, peut-être pas le plus facile au démarrage. Bien sûr. Pendant qu'on parle, il y a des questions sur le chat, donc on va essayer de les aborder rapidement. Est-ce que les EDS développés dans le cas de l'AAP doivent suivre des règles précises pour l'exposition des données aux demandeurs porteurs de cas d'usage, notamment industriels? Alors, sur le volet exposition au sens catalogue de métadonnées, ça faisait partie dans le cahier des charges des critères. Alors, en même temps, pour le moment, tous ces standards ne sont pas complètement définis. Donc, il faut, en agilité, pouvoir converger vers des solutions communes. Mais dans le cahier des charges, il n'y avait pas en annexe les métadonnées à vérifier, par exemple, pour le catalogue de métadonnées. Mais le but du jeu, c'est quand même d'arriver à quelque chose de ce type-là, sachant qu'en plus, il y a une véritable dynamique européenne. Donc, l'Europe souhaite avoir un standard commun entre les États membres. Donc, si on arrive à le faire à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle européenne, je pense qu'on aura tout gagné. Complètement. Deuxième question, Stéphanie. L'open source a été mentionné. Pourriez-vous préciser l'offre de services logiciels proposée aux porteurs de projets permettant de travailler sur les données qui, par nature, sont hétérogènes? Alors, je ne fais pas très bien le lien entre le début et la fin de la question, mais en tout cas, en matière d'open source, on n'est pas prescriptif dans les plateformes de mise à disposition, par exemple, des programmes ou de la documentation en open source. Je pense qu'il faudra surtout s'accorder, mais là, Claude, qui est parti, mais c'est lui qui représente notamment toute la démarche open source du ministère de la Santé, sur les principes de l'open source. C'est-à-dire, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà inscrites dans la loi dès lors qu'on est une administration, mais sur les principes de ce qui peuvent être plus ou moins ouverts et réutilisés avec des licences plus ou moins permissives. Donc nous, au LZHub, on a un certain nombre de convictions, mais là, le but du jeu, c'est d'avoir une conviction peut-être plus nationale et avec des groupes de travail aussi au niveau du ministère sur ces questions de licence. Mais avant de se mettre d'accord sur les licences, il faut déjà qu'on soit tous au niveau sur les licences disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser telle ou telle licence? Ensuite, sur les outils qui permettent d'exposer en open source les programmes, par exemple, pour leur réutilisation, je pense qu'il n'y a pas spécialement à être prescriptif dès lors qu'on est d'accord sur les conditions de réutilisation. C'est ça, tout à fait. Encore une question dans la salle avant de passer à la séquence suivante? Non? Stéphanie, merci. On vous applaudit. Merci beaucoup.